Depuis un an, dans le chaos des villes sinistrées, des hommes vivent. La guerre leur a tout pris, ils n'ont plus de toit, et voici l'hiver. Le problème qui se posait était difficile à résoudre. D'abord, il a fallu déblayer. Et puis, on s'est mis à construire pour parer au plus pressé. Il a donc fallu faire plus large part au provisoire pur, à un provisoire de pauvres. Et en arriver au baraquement, aux planches, aux voies, aux maisons de bois préfabriquées, qu'on monte en peu de temps et qui s'ajustent par panneaux entiers. Mais les grands fournisseurs, l'Amérique, l'Angleterre, la Norvège, ne peuvent suffire à une demande aussi considérable. Ailleurs encore, à côté des baraquements provisoires, on a pu construire un peu pour l'avenir, en matériaux solides, sauf le toit toutefois. Des familles s'entassent, 4, 6 personnes dans une pièce. Les sinistrés, a dit M. Dautry, devront se serrer cet hiver pour être tous à l'abri. Il fallait un gîte à 2 millions de Français. Tous ne seront pas relogés dans les conditions espérées, mais le temps était court pour une tâche aussi gigantesque. L'origine des grands ensembles, de la politique publique des grands ensembles, est beaucoup plus ancienne que ce qu'on en connaît à travers les UP et les AC. On pourrait dater effectivement le début de cette genèse des grands ensembles des années 44-45, au moment où la France fait face à d'importantes destructions dues à la Seconde Guerre mondiale. Du fait de ces importantes destructions, la France compte des millions et des millions de sans-logis, de mal-logés, de sinistrés, comme on disait à l'époque, à cause des bombardements. Et donc très très vite, en fait, avant même 1945, dès 1944, au moment de la libération progressive du territoire national, a été créé un nouveau ministère, donc qui n'existait pas auparavant, le MRU, ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, dont les attributions sont assez diverses, et ne concernent pas que le logement. Les 3 principales directions du ministère sont les suivantes. Donc, direction de la construction, direction de la reconstruction et puis direction de l'aménagement du territoire. Alors, du fait de ces différentes attributions, le MRU occupe une place, on va dire, prépondérante dans l'encadrement de la construction et dans la réglementation de toutes les activités qui sont liées au logement. Mais il n'est pas le seul ministère et il n'est pas non plus, de manière générale, le seul acteur dans ce secteur du logement. L'origine des grands ensembles, c'est 44-45 avec ce que Gwenaël vient de dire, mais les formes qui permettaient de construire plus vite, plus rapidement, pour avoir plus de logements à offrir, parce que la demande était forte, même avant la guerre, on peut reculer. Et en particulier, je pense que c'est intéressant de rappeler la construction par l'Office public d'HLM de la Seine d'une grande cité, qu'on peut appeler, je pense, un grand ensemble, à Drancy, la cité de la Muette à Drancy, qui avait été édifiée par des architectes modernes qui essayer d'utiliser ces techniques parce que faire du logement collectif, ça permettait de réduire les coûts du foncier et aussi les coûts de construction. Et contemporain de cette cité de la Muette à Drancy, il faut aussi parler des gratte-ciel de Villeurbanne qui ont été construits au même moment, dans les années 30, et aussi par un office public de HBM, ça s'appelait à l'époque. Simplement pour dire que l'origine des grands ensembles, c'est pas 58, c'est pas 55, c'est au moins 44-45, et on peut même faire toute une genèse, les historiens sont là pour faire la genèse, encore dans les années 30, où des architectes, des ingénieurs et des décideurs dans le domaine du logement, comme par exemple cet office d'HLM de la Seine, avait déjà réfléchi à faire des constructions qui permettraient d'offrir plus vite et mieux des logements alors qu'il y avait une crise du logement grave. Or, dans les années 30, 2 faits gênent la construction de logements. Au moins 2, il y en a beaucoup plus, mais on va s'en tenir à 2. Le premier, c'est que les entreprises du bâtiment étaient des entreprises artisanales qui avaient moins de 5 ouvriers, qui avaient peu de matériel de levage, des grues, des bétonnières performantes. Donc,
un état du bâtiment qui était, de l'industrie du bâtiment, qui était pas opérant pour faire des grandes constructions. À cela s'ajoutait un manque de qualification de main-d'œuvre. Mais ça, je le mets avec le problème des entreprises. Et puis, le deuxième fait, c'est la crise des années 30 qui fait que même les entreprises qui avaient commencé à travailler ont été bloquées. Malgré ces faits, les grands patrons d'entreprises du bâtiment, c'était souvent des entreprises de bâtiments et travaux publics, donc c'était des plus grandes entreprises, ont commencé à réfléchir à cette organisation rationnelle du travail, à cette industrialisation et à la fabrication. Donc, dans les années 30, il y a déjà eu des études, plus ou moins encouragées par les pouvoirs publics, pour développer l'industrialisation et la préfabrication. Et le régime de Vichy, qui d'un côté prônait le retour au rural, s'est aussi occupé de modernisation et d'industrialisation. Et les instances qui avaient été créées par Vichy, c'est pas notre sujet, mais concernant la construction, ont encouragé et ont mené des chantiers d'expérience, quasiment les mêmes que ceux qu'on va retrouver en 1945, particulièrement à Orléans, où il y avait une entreprise de bâtiments et de travaux publics très performante et très soucieuse d'innovation. Et on a commencé à faire des poutrelles de béton précontraint, de la préfabrication. Ce qui fait qu'en 1945, avec bien entendu le changement de régime, les autres façons d'envisager les choses, mais au MRU, où il y avait, il faut le souligner, une certaine continuité des personnels, on a pu reprendre cette idée de préfabrication et de chantier d'expérience. Pour dynamiser cette marche vers la préfabrication, cette marche vers l'industrialisation, ce qui manque, ce n'est pas les compétences, pas les savoir-faire. En tout cas, du côté des ingénieurs, de certaines entreprises, de certains architectes, on a les compétences, on a déjà effectivement un certain savoir-faire. Mais ce qui manque, c'est, pour simplifier, et probablement parmi d'autres facteurs, ce qui manque, c'est quand même l'argent. C'est-à-dire que pour faire passer un secteur artisanal, pour faire passer le secteur du bâtiment d'un état artisanal à un état quasi industriel, il faut investir des capitaux considérables. Or, on est dans la France de l'après-guerre. La France, on l'a dit tout à l'heure, est détruite, mais en plus, elle est ruinée. Et donc, il faut que l'État s'engage. En tout cas, aux côtés des entrepreneurs qui seraient prêts, effectivement, à tenter l'aventure de l'industrialisation. D'où ces chantiers expérimentaux. Au sein de la direction de la construction, a été créé un bureau des chantiers expérimentaux, dont l'objectif est précisément d'encourager l'industrialisation du secteur du bâtiment. Alors il s'agit de chantiers très modestes au départ parce que précisément il y a très peu d'argent dans les caisses de l'État et en particulier peu d'argent alloué à la construction de nouveaux logements. Mais malgré tout, avec les faibles crédits qui sont alloués à la construction de logements, le MRU a mis sur place donc, ces chantiers expérimentaux. Dans l'immense chantier qu'allait devenir la France, il importait d'éviter les entreprises stériles, de limiter les tâtonnements, de rassembler et d'orienter les efforts dispersés. On a donc rassemblé sur les 80 hectares acquis par le ministère de la Reconstruction les différents modèles de maisons étudiés spécialement pour remplacer nos millions de foyers détruits. Les premiers travaux commencèrent à la fin de l'été 1945. Pour construire sur le territoire du centre, la règle fut la même pour tous les constructeurs français. Leurs plans et leurs matériaux approuvés, ils se voyaient assigner un site d'implantation. Le montage commençait alors sous leur direction, mais aussi sous le contrôle permanent des services de la reconstruction et, le cas échéant, des bureaux Veritas ou Securitas. Voici les caractéristiques de la maison Cima. Maison préfabriquée comme toutes celles de Noisy. Entendez que ces éléments sont fabriqués en usine, puis assemblés sur le chantier. La maison achevée, un rapport administratif est dressé. Puis on procède à la détermination des qualités d'isolation thermique et aussi de protection contre le bruit. Le ministère lance également des études pour connaître donc les différentes techniques dans le domaine de la construction, pour savoir exactement quelles sont les techniques qui permettraient de gagner du temps, de gagner de l'argent également, en tout cas de faire baisser les coûts de construction, et puis des études qui ont également pour but de connaître un petit peu les besoins et les souhaits des Français
en matière de logement. Et en fait, c'est dans le cadre de ces chantiers expérimentaux, même si on ne les appelle pas véritablement comme ça dès 1945, mais c'est dans le cadre de ces opérations expérimentales que finalement va s'élaborer petit à petit ce que par la suite on pourra nommer une politique publique des grands ensembles. En 1945, la France se trouvait devant deux problèmes qui étaient liés, même si du point de vue des politiques publiques, on a essayé de les séparer pour faire avancer les choses. C'est d'une part, il fallait reconstruire ce qui avait été détruit, et d'autre part, parce qu'il y avait une crise du logement ancienne et parce qu'il y a eu le baby-boom, il fallait construire. Et le fait de tenir ensemble la reconstruction et la construction était limité par les problèmes financiers, parce que la France sortait de la guerre appauvrie, c'était pas si facile de tout mener à bien. Néanmoins, les ministres de ce fameux ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, que ce soit Raoul Dautry le premier et puis surtout Claudius Petit, ont essayé de tenir ensemble reconstruction et construction. Mais, premièrement, comme je l'ai dit, c'était difficile. Et par ailleurs, les types de politiques publiques à mener n'étaient pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup reconstruit en utilisant les chantiers expérimentaux, la préfabrication, l'industrialisation, mais c'était quand même pour refaire de l'existant. Pas le refaire pareil, c'était pas l'identique, mais c'était refaire de l'existant. Alors que la construction, c'était développer la construction de centaines de milliers d'unités par an, ce qui n'était pas le cas dans les années d'avant-guerre. Donc il y a cette difficulté, à la fois pour la vie des habitants et pour l'historien, de à la fois tenir ensemble reconstruction et construction et les séparer pour les étudier. Pour simplifier, pour synthétiser, on pourrait dire que la matrice des grands ensembles, elle se situe justement un petit peu à la confluence justement entre construction, reconstruction et bien sûr expériences d'avant-guerre, telles qu'elles ont été déjà présentées. Les architectes, les dessinateurs se sont mis au travail. Ils ont préparé les plans et les devis. Le ciment est maintenant le maître matériau des bâtisseurs. Nos usines ont broyé, malaxé des tonnes de calcaire et d'argile. Pour armer le béton, pour rendre les maisons désormais solides comme l'acier, les fonderies ont coulé des milliers de tonnes de fonte et de fer. Toutes les ressources, toutes les techniques concourent au même but, construire. La préfabrication procède de la même nécessité, faire vite. C'est ici le triomphe de la méthode. Chaque pièce a été minutieusement étudiée. L'un après l'autre, chaque élément de construction prend sa place, avec une rapidité que l'on ignorait jusqu'à ce jour. Des heures de travail sont économisées. Ces 5 étages seront édifiés en 8 mois seulement. La préfabrication n'interdit pas la diversité. Les modèles sont nombreux et avec les mêmes éléments, une agglomération de maisons préfabriquées peut présenter des aspects les plus variés, sans sacrifier au confort ni au charme de l'ensemble. Pour comprendre la construction des grands ensembles, il faut replacer ces opérations de construction dans un processus plus long qui est celui de l'industrialisation du secteur du bâtiment. Dans l'extrait de film, on a entendu beaucoup parler de préfabrication. La préfabrication était vantée, mise en avant par le MRU. Et effectivement, la préfabrication est elle-même au cœur de cette industrialisation. Donc l'industrialisation, voilà, tout le monde le sait, ça nous renvoie vers une histoire longue en fait. C'est l'histoire des révolutions industrielles, c'est la mise en place en fait d'un processus de production en série, à grande échelle, de produits standardisés. Et ce processus d'industrialisation tel qu'il est apparu dans les révolutions industrielles s'appuyait notamment sur la mise en place d'une organisation dite scientifique du travail qui consistait à simplifier et à diviser à l'extrême, en tout cas au maximum, le processus de travail et de production. Alors, dans le secteur du bâtiment, l'industrialisation, donc la mise en place de cette simplification du travail,
qu'on a appelé aussi parfois la rationalisation des chantiers. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans les sources très clairement, dans la France d'après-guerre. Donc ce processus d'industrialisation, il n'affecte le secteur du bâtiment en France qu'après la Seconde Guerre mondiale, et encore d'une façon très difficile, vraiment très très lente. Alors pourquoi le mot préfabrication il est aussi important dans ce processus d'industrialisation du bâtiment? Parce que justement, pour pouvoir construire des logements en série, des logements standardisés en série à grande échelle, eh bien, la solution que les ingénieurs et les architectes ont trouvée, c'est de préfabriquer les éléments de construction. Et ensuite, si je peux me permettre de le dire ainsi, une fois les éléments de construction des maisons, des immeubles préfabriqués en usine ou sur le chantier, il suffit, entre guillemets, de les assembler. Hein, un petit peu comme un jeu de Lego. Voilà, on préfabrique les éléments de construction et ensuite on monte tout ça directement sur le chantier. Alors évidemment, c'est très intéressant parce que ça fait baisser les coûts de construction, ça fait baisser les délais de construction. Et en plus, l'autre objectif, c'est de standardiser les réalisations. Alors, comme il est dit dans le petit film de communication, bien sûr, il ne s'agit pas de construire un seul type de logement, hein, c'est pas l'objectif, mais de standardiser plutôt les techniques de construction, les matériaux, les méthodes de construction. Et donc, avec les mêmes matériaux, avec les mêmes techniques, on peut construire des logements divers, effectivement. Donc des logements collectifs, des logements individuels, du mitoyen ou au contraire des logements indépendants. On peut utiliser cette méthode de préfabrication dans le cadre d'opérations restreintes ou au contraire dans le cadre d'opérations massives. Donc si on laisse de côté évidemment le caractère un petit peu trop élogieux en fait de la voix off, hein, bon voilà, c'est vrai que effectivement la standardisation n'aboutit pas forcément à une absence de créativité, notamment de la part des architectes. Les chantiers expérimentaux ont eu un rôle important pour dynamiser l'industrialisation du secteur du bâtiment. Mais dans le cadre de ces chantiers expérimentaux sont testées différentes formules, différents types de logements, des logements pavillonnaires, donc des logements dits individuels, des logements collectifs, des pavillons mitoyens, des pavillons indépendants. Donc différentes formules de logement. Et donc c'est très important de dire que de ces chantiers expérimentaux sont sortis certes des grands ensembles, hein, c'est un fait, mais aurait pu sortir finalement une autre forme de politique. Hein. L'objectif de ces chantiers, c'est d'encourager l'industrialisation, d'encourager l'innovation et de faire des études, en fait, des études à grande échelle, de comparer les intérêts et les inconvénients réciproques de chaque type de construction. Donc il se trouve qu'au final, un certain nombre d'ingénieurs et d'architectes, de hauts fonctionnaires, d'élus liés au ministère ont décidé que finalement les grands ensembles, au vu de ces différentes expériences, c'était peut-être la moins mauvaise des solutions, mais cette solution n'était pas dictée dès le départ en fait. Hein. En 1947, au moment où on crée les chantiers expérimentaux, on ne sait pas que 10 ans plus tard, on décidera de construire massivement des grands ensembles à partir en particulier de ces expériences. Les grands ensembles ont été choisis parmi d'autres formules. Ce choix a été fait en toute connaissance de cause. C'est un vrai choix politique qui ne peut pas se réduire simplement effectivement à un coup de tête, à un caprice de tel ou tel personnage, acteur historique. C'est un choix qui a été élaboré, choix rationnel en quelque sorte, même s'il peut être soumis à la critique naturellement. Mais c'est un choix qui s'explique par le contexte, par les acteurs, et c'est cette approche-là qui permet de faire des grands ensembles un objet d'histoire. Il ne s'agit pas de simplifier les choses, et donc les acteurs font un choix politique dans un contexte historique donné, en toute connaissance de cause, enfin dans la mesure des connaissances de l'époque. Donc ils assument d'emblée, dès le milieu des années 50, le fait que s'ils choisissent les grands ensembles, il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes. Une population beaucoup plus nombreuse trouve là beaucoup plus de confort, d'hygiène, de soleil et d'espace libre. Cependant, ces bâtiments géants
surface plate, volume cubique, géométrie monotone, risque de conduire à une autre laideur. Quoique harcelés par les impératifs d'urgence et de prix, les architectes s'efforcent d'y pallier. Comme à Épinay, ils recherchent la diversité des volumes, la variété des couleurs, l'inattendu des perspectives. Ainsi se dessine tout un mouvement d'études vers l'urbanisme, esthétique sociale. Dès le milieu des années 50, les personnalités publiques qui font ce choix des grands ensembles, eh bien, essayent de prévenir, dans la mesure du possible, les problèmes qui pourraient survenir dans ces grands ensembles et qui sont déjà identifiés, et dont, finalement, ceux qui s'occupent de ces questions-là sont déjà parfaitement conscients. Là, nous parlons des grands ensembles comme effet d'une politique ou résultat d'une politique, c'est-à-dire de la construction qui est financée en grande partie par l'État, mais la moitié, en gros, de la construction de logements se fait en dehors des aides publiques ou avec une petite partie des aides publiques. Et là, on a du pavillon, de la construction individuelle. La société Phoenix, tout le monde connaît les maisons Phoenix, est née en 1945 et cette société a construit de façon privée, donc ce n'est pas le résultat d'une politique, beaucoup de pavillons. Le seul résultat de la politique, c'est les aides publiques qui sont données aux gens qui vont faire bâtir une maison Phoenix. Donc je pense que les grands ensembles, il faut les replacer dans tous ces paramètres. C'est important pour comprendre que c'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain, une volonté, comme dit Gwenaëlle, un ministre qui arrive le matin en disant « maintenant on va faire des grands ensembles », c'est plus complexe que ça. Il y a l'acteur étatique, en fait, qui est lui-même un acteur pluriel, qui vise ses propres objectifs, et qui sont d'ailleurs parfois des objectifs tout à fait cohérents avec les objectifs des acteurs locaux, c'est-à-dire en gros résoudre la crise du logement, moderniser le tissu urbain, combler les déficits de certaines communes en équipement d'infrastructures, en équipement de superstructures. Donc les objectifs entre acteurs locaux et acteurs dits centraux ne sont pas forcément en contradiction. Simplement, les différents types d'acteurs poursuivent leurs propres intérêts. Ça, je le montre bien dans mon ouvrage. C'est que, bien sûr, chacun essaie de tirer les marrons du feu. Les élus ont un projet politique pour leur territoire, pour leur population. Ils ont bien sûr à l'esprit la réélection, c'est quand même très important. Bon, quand on est élu, on veut rester élu, bon, c'est normal. On fait des promesses en termes de logement, en termes d'équipement. Il faut ensuite trouver les moyens de tenir ces promesses. Et du côté de l'État, on cherche très prosaïquement des terrains, par exemple dans la banlieue de Paris, des terrains pas trop chers, des terrains bien desservis. Donc dans ces cas-là, on peut, si je puis dire, faire affaire. On peut faire affaire entre acteurs locaux et acteurs centraux. On peut trouver un terrain d'entente, même s'il y a des rapports de force qui sont bien sûr inégaux entre des grands promoteurs immobiliers, l'État, les grandes structures parapubliques d'un côté, et de l'autre parfois des petits acteurs locaux, petites communes qui sont parfois dépourvues même d'offices publics, puisqu'on parlait des offices publics. Toutes les communes de France n'ont pas d'office public. Il faut parfois se plier aussi aux desiderata de promoteurs immobiliers qui n'ont pas d'intérêts locaux véritablement à servir et qui servent d'autres objectifs. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est sur le fait que ces différents acteurs, malgré leurs différences, arrivent de toute façon à trouver un terrain d'entente. Même si ça se fait dans le cadre de rapports de force, de conflits, on trouve un terrain d'entente et les opérations se font, malgré tout. Le grand intérêt de cet ouvrage, qui est souligné du reste par Annie Fourcault dans son introduction, c'est d'une part de rappeler, ce que tous les historiens savent, mais quand même, qu'un objet historique est un objet complexe.
Ça, c'est une première chose. Et que particulièrement dans le cas des grands ensembles, il y a beaucoup de schématisation, beaucoup de paroles un peu rapides, avec par exemple l'idée que les grands ensembles, c'est des ghettos pour mettre les immigrés, ce qui était quand même pas tout à fait le cas au moment de leur construction et qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui, même s'il y a des grands ensembles où il y a beaucoup de pauvreté, c'est un autre sujet, on pourrait en parler. Donc, comprendre la jeunesse des grands ensembles, la façon dont s'élabore une politique publique de façon complexe, qui peut éventuellement même évoluer dans le temps, ça permet de ne pas mal comprendre les maux de notre temps. Et que, par exemple, la crise urbaine, ou même plus précisément les émeutes urbaines, ne sont pas le résultat des grands ensembles. Ce qu'on entend parfois dire et qui est vraiment très réducteur. Et je pense que si on prend la peine de s'asseoir et de lire un peu cette histoire des grands ensembles, on peut réfléchir qu'il y a des conclusions ou des analyses qui sont trop rapides. Toi, Jean-Pierre, tu ne te souciais que de l'avenir. Un jour, on te demanda de servir de guide à un architecte en voyage d'études. Ensemble, vous avez parcouru la France, visitant cités-jardins, gratte-ciel et pavillons d'HLM. Vous voyez, on tend à développer les grands ensembles comme celui-ci. Ça coûte moins cher, on peut utiliser des techniques industrielles, de nouveaux procédés. Les HLM ont véritablement un rôle de pilote dans ce domaine.